Bonjour Santa, Coucou. merci de nous accueillir à Brest. Vous serez sur scène dans 4 heures à peu près, tournée phénoménale. Petit à petit, vous avez construit ce tour de chant un peu intérieurement dans votre tête. Imaginez chaque détail, repoussant les limites, explosant les budgets. Arrivé la tête à l'envers, flamme de 12 mètres de haut, tyrolienne, vous nous avez tout fait. Pourquoi, Santa, vous avez eu envie de grandiose dès votre première tournée? Alors, je pensais pas avoir la chance de proposer une première tournée sur un premier album parce que effectivement, j'avais l'ambition de faire un grand spectacle et j'étais témoin de tellement de beaux spectacles en France avec Johnny, Mylène que j'avais envie humblement de passer le témoin. Et c'est une chance inouïe pour moi d'avoir les moyens de ces ambitions-là et de vouloir tout exploser sur scène, arracher les cœurs. C'est un premier date, alors j'ai mis le paquet. Non, je suis pas fou. Vous dites ça dans l'une des nouvelles chansons qui s'appelle Dis-moi oui. Elle vous porte cette folie? Je pense, mais souvent on me dit d'où vient cette folie, d'où vient cette énergie. Je sais pas d'où ça vient. On est avec une flamme. Moi, je suis née peut-être avec une forge et tant que le feu est là, j'essaie de le propager. 9 mois d'efforts et défis techniques, je crois, rien que pour faire voler votre piano. Vous ne baissez jamais les bras. Impossible n'est pas niçois. Impossible n'est pas ni soi. Ça serait un très bon, très bon motto de ma région. Alors oui, on m'a dit, pour revenir même sur la question précédente, on m'a dit que c'était fou de faire venir un piano au-dessus des gens. Et c'est vrai que 9 mois, ça paraît très long, mais pour nous, ça a été un vrai défi technique et une innovation. C'était du jamais vu en Europe, donc il a fallu ramener des équipes. Il y a des ingénieurs, il y a des physiciens. Dans chaque salle, je ne sais pas si vous êtes allé voir encore les répètes, mais ils calculent les hauteurs de plafond, la taille moyenne des gens. Enfin, c'est vraiment un défi de chaque jour pour que le spectacle soit waouh. Et ça oui, on va de folie en folie depuis 9 mois. Vous avez toujours eu ce côté tête brûlée? Gamine, vous étiez comme ça ou pas? Alors non, enfant, j'étais tête brûlée, mais seule. C'est-à-dire que j'étais un peu l'enfant bizarre qui avait peur de tout et très timide, mais maladive, hein, on se le dit. J'étais déscolarisée, j'avais cette folie en moi, mais j'avais pas trouvé encore le moyen d'expression et j'avais pas réussi aussi à transformer mes chaos en feu de joie. Je pense que la scène, c'est cet endroit-là. Aujourd'hui, cette folie, elle s'exprime? Ouais. Elle sort de vous? On ressent quoi quand on vit ça? On se sent vibrer. J'ai la chance d'avoir cet instrument qui est la voix. Et pour moi, c'est le porte-parole de tous les chaos qui font de moi qui je suis et une manière de les transformer, de les rendre un peu plus gais, parce que sinon, ça serait un petit peu trop pathétique et de se morfondre sur mon piano. Et aussi d'embarquer les gens dans cette piraterie folle que, oui, on fait des pas de côté, mais si on les fait ensemble, on commence à danser. Vous aimez vous faire peur ou pas? Alors, c'est pas, je parle pas de peur parce que quand je mets en scène, c'est pas vouloir m'effrayer, c'est juste créer une image qui me dépasse, qui, qui met en scène les chansons que j'écris. C'est surtout de l'amusement, donc j'ai pas peur pour ça. La peur que j'ai, cependant, c'est le trac d'être à la hauteur chaque soir, dans chaque note, pour chaque personne qui vient me voir. Là, c'est une tournée de Zénith, c'est immense, et je veux que vraiment cette soirée soit inoubliable pour chaque spectatrice, spectateur. Ça, c'est vraiment le track qui m'accompagne. Et je n'ai pas de tips pour ça. C'est vraiment terrifiant chaque soir. Quand vous traversez les francopholies en tyrolienne, il y a un frisson ou vous y allez, vous ne réfléchissez même pas? non, non, là, il y a eu un frisson parce que j'étais quand même en haut de cette tour. Et si je basculais, donc bien sûr je tombais pas parce que j'étais quand même sécurisée, sauf que je partais bien avant le début du spectacle. Donc la vraie, je devais vraiment tenir en équilibre avec le vent sur cette tour. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu, un petit moment de panique. Mais non, ça c'est que du kiff, quoi. C'est ce que j'appelle faire des conneries, des belles conneries. Il y a beaucoup de superlatifs autour de cette tournée, évidemment, qui est quand même un moment d'art et de musique fort. Mais est-ce que vous avez besoin, pour tenir le rythme, d'une préparation physique, d'une hygiène de vie irréprochable? Comment est-ce que vous avez mis votre vie entre parenthèses ces derniers mois pour réussir ce marathon? Parce que c'en est un. C'est un marathon. Je fais preuve d'une grande discipline. Ce spectacle m'impose une discipline d'acier parce que chaque soir,
Avec mon équipe, on se dit, on devient une table. C'est-à-dire qu'il y a des abdos, tout est gainé pour que ça paraisse simple. Là, quand j'ai cette ceinture et que je voltige au-dessus des gens, il faut que ça paraisse comme un peu un Marvel, un film de super-héros. J'ai envie que c'est l'air aussi magique que ça. Donc, c'est beaucoup de discipline. Le rythme est hyper intense, donc voilà, on mange bien, on est ensemble, on essaie de garder le rythme parce que chaque soir est un rendez-vous à pas manquer. Votre voix, vous la connaissez, vous la maîtrisez maintenant depuis des années. Sur cette tournée, elle vous joue des tours, vous lui parlez, vous l'accompagnez. Comment est-ce que vous travaillez cette voix qui est votre outil de travail et que les gens viennent aussi écouter cette voix extraordinaire? Alors, je touche du bois parce que je n'ai jamais travaillé ma voix. J'ai juste travaillé ce que j'avais en moi pour que ça sorte. Et on me dit, il faut que tu t'échauffes, tout ça. J'ai pas encore, pour le coup, j'ai pas encore ces outils-là. Donc, je chante comme ça sort. Et ça, c'est aussi un luxe de pas penser à ces notes-là pour penser à l'instant et uniquement à l'émotion, pas à la technique. Et pour l'instant, elle est là et elle bouge pas. Donc, vous êtes en train de me dire que vous ne vous échauffez pas avant de monter sur scène? Non, 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 non. Ah non, non, mais je sais pas, j'ai pas appris à chanter. Hein. Moi, je chante. Voilà, au début du groupe, on cherchait un chanteur et une chanteuse. On trouvait pas. J'ai chanté en attendant, quoi. Donc j'ai appris comme ça. Santa ne fait pas de vocalise, ne s'échauffe pas la voix. Non, pas du tout. Mais j'ai appris que Johnny non plus. Donc je me dis bon bah si je suis, c'est pas, ça va, ça ira pour moi. Je vais vérifier. Je vais mettre mon oreille à côté derrière votre loge. Non, pas du tout. Rien. Non, rien, absolument rien. Vous êtes cinglé. Mais je sais pas, parce que ça marche comme ça. J'ai l'impression même que si j'échauffe, je me fatigue de trop. Non, cependant, je vois que quand j'enchaîne 4 dates, je sens que la 4e, je suis contente d'avoir une petite pause ensuite, parce que c'est vrai que je m'économise pas et je sais pas m'économiser. C'est-à-dire que même l'équipe me dit, mais là, t'es pas obligé de l'envoyer cette note. Mais oui, mais bon, si je l'envoie pas aujourd'hui, pourquoi je l'enverrai demain? Dans la différence, vous dites sur mon piano, tout sonne vrai. Est-ce que depuis que cette tournée solo a démarré, vous vous sentez aligné comme jamais? Est-ce que vous vivez la plus belle période de votre vie, Santa? Alors ça, c'est la quête d'une vie, hein, de s'aligner. Moi, je sais pas si j'ai envie de m'aligner avec moi-même ou avec ce qui est un petit peu plus haut, parce que c'est parfois trop terre à terre de creuser trop. Et puis, j'ai pas la notion du temps. Alors, je suis toujours un pas en avant parce qu'il y a une espèce de fuite qui fait que la course devient effrénée et un petit peu plus folle. C'est surtout en interview que je fais des petits regards dans le rétro parce qu'on me le rappelle. Je sais pas si je vis la meilleure période de ma vie. Je me souhaite qu'elle continue. Et puis surtout de rencontrer les gens. Ça, c'est inouï pour moi parce que quand je vois une grand-mère, surtout le public qui est très, très, très hétéroclite et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de genre, il y a pas de autant la grand-mère qui vient avec son petit-fils ou sa petite-fille qui chantent ensemble Popcorn Salé, autant des fans de Johnny Hallyday quand je reprends Vivre pour le meilleur, autant un public queer qui porte le drapeau LGBT sur la différence, et de voir que tous ces gens se rassemblent, ça me fait battre le cœur un peu plus vite. On a l'impression que vous investissez sur l'avenir. Je crois que même vous avez rogné sur vos marges, entre guillemets. Ah oui, oui. Vous êtes là pour rattraper des cœurs en espérant que ces gens viennent vous voir tout le reste de leur vie. C'est ça que vous faites? Je ne sais pas si c'est un investissement sur l'avenir, mais en tout cas, je souhaitais vraiment que cette première rencontre marque une volonté et une ambition scénique un petit peu grandiose. Je le disais, c'est un premier date. Sur le premier date, tu as envie, voilà, t'envoies un petit peu le paquet. Mais c'est aussi une manière pour moi de montrer que ma démarche est totale et sincère. Je m'amuse à mettre en scène, je m'amuse avec les lumières, je m'amuse avec les voltiges, avec la pyrotechnie. Je m'amuse avec l'équipe technique qui est aussi folle que moi. Et c'est le début, j'espère, d'une jolie histoire entre nous. C'est tout ce que je me souhaite. Une tournée triomphale, l'album cartonne. La vie n'a pas été tendre avec vous tout le temps. Est-ce que ce que vous traversez aujourd'hui et ce succès, il guérit des petites choses en vous? Alors, je ne sais pas si c'est ce que je recherche, la guérison.
mais souvent des clins d'œil dans la différence. Voilà, je le dis, tu rendras chaque coup. Il y a une forme de revanche douce. Je pense qu'on ne peut pas en permanence prendre des revanches sur son passé parce que c'est assez complexe de devoir en permanence se justifier d'une histoire, et puis ça fait que la vie est un petit peu lourde, et puis ça nous ancre dans quelque chose qui nous empêche cette fuite en avant que j'aime tant aussi. Donc je suis dans l'équidistance du déni et de l'histoire profonde. Vous dites résiste aussi dans la Je différence. dis résiste parce que si le poing se serre dans l'enfance, on peut le brandir plus haut à l'âge adulte. Et sur scène, je le brandis très haut. Donc il n'y a jamais de revanche. Il n'y a pas de revanche sur le conservatoire raté. Il n'y a pas de revanche sur tout ça. Bah, je t'avoue que quand le piano vole au-dessus des gens et que je joue cette intro de Popcorn Salé, qui est pas évidente au piano du reste, c'est vrai que c'est une petite revanche sur ce refus du conservatoire classique, mais c'est aussi ce qu'on fait de ces refus. Ce refus m'a fait apprendre la guitare, mettre un petit peu plus de noir sous les yeux, rencontrer le rock et beaucoup d'autres émotions. Donc les noms font partie. Sur le moment, ça peut être d'une rare violence, mais ensuite on s'aperçoit que la différence fait qu'on est encore plus gai. Trois inédits dans ce nouvel album. Le premier qu'on a découvert, c'est Dis-moi oui. Vous n'aimez pas qu'on vous dise non, Samantha? Ouais, c'est dis-moi oui, mais c'est le dis-moi oui de l'amour aussi. Alors, j'aime pas qu'on me dise non. Ça dépend si le non est justifié. J'ai aucun mal justement à dédramatiser ces noms-là, mais j'aime bien qu'on me dise oui et qu'on embarque dans l'histoire ensemble. Le dis-moi oui, c'est celui de l'amour, donc j'espère que vous me direz oui dans cette réaventure. Je veux juste vivre un peu plus fort. Je veux que ça résonne dans tout mon corps. Je veux plus rien vivre à moitié. Je veux tout chanter, tout crier. Est-ce que vous avez peur que tout s'arrête un jour? Non, pas du tout. Je n'ai pas peur que tout s'arrête parce que je serais très bien à cultiver des tomates anciennes dans le sud de la France. J'ai pas du tout cette peur-là. Si c'est là, si le succès est là, il m'aide à réaliser de magnifiques choses et je l'emploie à faire du beau et humblement, mais essayer de faire qu'on s'amuse. Et puis si ça s'arrête, je n'aurai pas de mal à lire toutes les journées et à m'occuper de choses. C'est rare dans une carrière d'arriver à toucher tous les publics, d'avoir un public populaire. Vous citiez Johnny Hallyday, vous citiez Mylène Farmer tout à l'heure, des artistes aussi qui ont réussi à traverser les décennies. C'est quelque chose qui Du travail, hein. Ouais, mais ce sont des modèles, ce sont des carrières qui vous font envie. Ce sont des carrières que j'admire, des personnages, des voix, des êtres, et une forme de connexion aussi au temps, à l'exigence, au beau. Oui, j'ai vu ça et j'ai envie de m'en inspirer à chaque instant. Mais c'est la quête d'une vie et c'est le choix du public aussi et je le respecte. Je le respecte tellement, ce public, j'ai envie voilà, je sais qu'ils ont raison et ils me porteront où ils voudront. Le public a toujours raison. C'est ça. Et d'avoir des enfants de 6 ans et des mamies dans le public, c'est beau. Ah mais c'est génial, parfois je vais danser avec les gens et autant je danse avec un enfant qui reprend avec moi le recommence-moi, autant je fais un rock avec le grand-père ou la grand-mère. Non mais ça c'est immense et c'est la plus grande fierté je pense que l'on puisse ressentir, même si j'ai un peu du mal avec ce terme de fierté, mais de voir que on rassemble, c'est la quête de toute chanteuse quoi. Je pense que c'est ce que je cherche le plus profondément. Quand une chanson... Mais ça, on ne peut pas calculer ça derrière un piano. Je pouvais jamais savoir en chantant Popcorn Salé, qui a failli jamais sortir, qu'il allait être repris en chœur par les enfants. Ça, c'est un cadeau. Vous reprenez Johnny Hallyday sur scène et sur disque à présent, Vivre pour le meilleur. Pourquoi lui? Pourquoi cette chanson? Eh bien, c'est une chanson que j'aurais aimé écrire. Donc, c'est Lionel Florence, désolé. Ouais. Du reste, je lui ai signé un vinyle, je l'ai remercié du plus profond de mon cœur parce que d'emprunter ces mots-là, j'aurais pu écrire cette chanson. Ces mots résonnent en moi particulièrement. Il s'avère qu'en plus, ça résonne avec un moment
qui est les JO et qui était un rendez-vous immense et de track et un rendez-vous avec ma propre histoire, que d'être à la hauteur de l'interprétation de Johnny Hallyday, du souvenir que je m'en faisais, que les gens ont. C'était vraiment un grand tremblement pour moi et ça a renversé la table de toute la suite aussi. Donc c'est une chanson qui fait partie de moi et voilà, j'ai mis du temps à vouloir l'enregistrer parce que humblement je voulais faire des arrangements qui soient à la hauteur de cette grande chanson, de ce monument. On peut en parler un peu de ce monument. Et quand vous la chantez chaque soir, il y a quelque chose qui vous traverse, de se dire cet artiste qui a tant compté pour les Français? Ouais, il y a quelque chose qui me traverse, mais c'est d'autant plus, quand on parlait de tracks, c'est une vraie responsabilité qui m'incombe à chaque note que de les faire résonner justement. Et ça, dans les reprises, c'est encore plus fort parce que bon, ta chanson, si tu la fais résonner un petit peu moins bien un soir, c'est pas grave, tu n'offenses que toi. Mais j'ai tellement de respect pour Johnny, pour Lionel France, pour David Hallyday, que voilà, j'ai envie de chaque soir remettre le titre en jeu. Dans cette réédition, on réentend et on redécouvre Je brûle, qui était sur votre premier EP, que vous avez retravaillé, réinventé. Et d'ailleurs, vous n'avez pas enlevé la première version des plateformes de streaming. Ça va disparaître. On ne naît pas artiste, on le devient en chantant, dites-vous dans ce titre, et vous dites aussi « J'ai le mal d'hier ». Pourtant, on n'a pas l'impression que la nostalgie vous traverse. Vous. Non, mais j'ai le mal d'hier, mais je m'obstine à ne pas être nostalgique. Mais ça, c'est un penchant qui est en moi, je le sais, et j'essaie de pas trop l'invoquer parce que la nostalgie, souvent, rime pas, mais rime quand même avec le pathos. Et j'essaie vraiment de trouver mes mots en chanson pour qu'il y ait toujours une porte ouverte vers l'avant et de pencher du bon côté. C'est pour ça que sur les réseaux, je suis en plus 999 que 666. C'est un réel choix que de ne pas plonger dans la nostalgie, mais d'en faire un matériau de travail, de les rendre harmonieux aussi, c'est chaos. Et j'ai cette chance d'être derrière un piano et de pouvoir faire et la basse et la mélodie et les harmonies. Donc j'essaie de l'employer à bon escient. Jeudi 2 avril, oh là là. 4 ans après avoir dévoilé Popcorn Salé, vous serez sur la scène de l'Accor Arena, Paris-Bercy. Même pas peur? Ah bah si, hier j'étais pour Lady Gaga, donc j'ai fait un peu de repérage. J'ai un trac monstrueux, mais j'ai aussi tellement d'idées pour que cette salle résonne. Et c'est une telle chance sur un premier album, sur une première tournée de faire l'Accor Arena, Bercy, que je pense que ça va être une soirée de feu. Ça sera l'ultime date de la tournée? Ouais, je clôt la tournée qui devait commencer avec un Trianon assis parce que j'avais peur que personne ne vienne. Donc je voulais que la chose soit la plus petite et qui se finit par 50 zéniths pour l'instant complet. Je touche tout. Tiens, je touche ta tête parce que ça me portera chance. À chaque fois, ça me porte chance. Et puis voilà, on clôt on parlait de folie, cette folie. Il y aura des surprises, il y aura des choses un petit peu différentes du reste de la tournée, on imagine? Oui. Disons que je dis souvent, au Trianon, j'ai dit on fait rentrer un zénith au Trianon. Au Zénith, j'aurais dit on fait rentrer les Bercy dans les zéniths. Et à Bercy, je ferai rentrer le Stade de France. C'est un rêve un jour, peut-être, un Stade de France? Chiche? Oui, c'est un vrai rêve. C'est pas un rêve, c'est une ambition. Vraiment, j'ai toujours eu cette ambition-là, de faire un grand spectacle. Quand j'ai vu Mylène, j'ai fait ah là là, ça doit être quand même dingue de penser à un spectacle et de pouvoir donner autant d'images et que les gens l'emportent un peu dans le cœur tous les jours. C'est très beau d'assumer ses ambitions en plus. C'est vrai que en France, on a du mal à assumer ces ambitions-là. Je pense que c'est mon côté un peu américain. Et le vendredi 3 avril, quand vous vous réveillez, il se passe quoi après, Santa? On vous voit plus pendant 2 ans? Vous soufflez?
Bah, je pense, hein. Mais ça, c'est un peu le fantasme de souffler, mais je me connais, hein. Il y a les Je pense- tomates à Il cultiver. y a des tomates, mais après, j'ai aucun problème avec le silence, la solitude et le calme. J'aime ça. J'aime justement la région niçoise pour ça. Elle peut nous offrir tellement d'horizons que je lui ferai confiance. Et bien sûr que je vais réécrire le lendemain, j'écris déjà. Mais je pense qu'il faut aussi du temps pour, euh, pour penser. Vous avez donc envie d'écrire, de faire un disque dans 2 ans déjà? Ah, mais c'est certain, ça, oui, oui. Puis j'ai tellement de nouvelles idées pour les spectacles, tout ça. Oui. Et puis l'histoire est si jolie que j'ai envie, voilà, de continuer de la raconter. Et quand l'horizon s'enfuit, j'apprendrai à être deux. Votre vie personnelle, vous avez aussi peut-être envie de la retrouver, de la savourer? Ah, mais alors ça, j'arrive à conjuguer mes amitiés, mes amis, mes amours dans mon métier. Et ça, c'est une grande chance. Sur scène, Kit Sophie, ma meilleure amie, me fait aussi les arrangements avec moi de l'album. Adam, qui faisait guitariste avec Hyphen Hyphen, gère tout le merch. Junior est mon ami. J'ai la chance d'être entourée de mes amis et de mon intime, vraiment. Donc ça, c'est pas cette frontière, elle est assez douce et j'ai la chance vraiment d'être accompagnée de gens que j'adore avec moi sur scène et dans l'équipe. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me permet de jouir de chaque instant sans avoir à être dans la construction de devis. Sur votre agenda, 5-6 décembre aussi, Oui. un week-end très important qui arrive. Vous êtes la marraine du 39e Téléthon. Vous ne faites jamais les choses à moitié. Là, à nouveau, vous vous y êtes consacré à cette cause très noble depuis des semaines et des semaines. Oui, parce que l'heure est à l'urgence et et j'arrive aussi à un moment de l'association où on est à ça. Et c'est d'autant plus frustrant de savoir que les chercheurs, ça fait 40 ans je les ai rencontrés, qu'ils œuvrent dans ces grandes avancées et qu'il manque que de l'argent. Et ça, c'est ce delta qui me crée des inepties cognitives et mentales et cette rage que je porte aussi de vouloir voilà, être présente en tant que marraine et de sauver des vies d'enfants. Il y a cet enjeu-là que je porte et que je vais porter voilà, encore le point le plus serré possible le 5 et 6 décembre. Je donnerai de la voix, j'irai chercher le plus possible pour que les compteurs explosent. Je vais aussi donner de la gaieté parce que même si la maladie parfois ne nous confère qu'un certain laps de temps ou l'espace de la joie, ben on va le prendre, on va défoncer les portes, on va transformer ces injustices génétiques voilà, en moments aussi de joie, de rassemblement. C'est ça le Téléthon, c'est aussi de... J'aime pas trop le mot résilience parce qu'on l'emploie un peu trop, mais c'est vraiment des leçons de vie à chaque instant, à chaque sourire. Et j'ai vraiment envie que cette année, on explose les compteurs pour que la science avance. Merci Santa.